Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Une baguette à 1,50 € et si cela devenait bientôt une réalité? Les boulangers sont eux aussi fragilisés par l'envolée des prix de l'énergie et de leurs denrées. Reportage et explications à suivre dès le début de cette édition avec Vosges Télévisions. Octobre rose, c'est jusqu'à la fin du mois. L'opération de communication autour du dépistage du cancer du sein est organisée partout en France. Chaque année, c'est 12 000 femmes qui décèdent de ce cancer dans notre pays. La prévention est évidemment essentielle et notamment dans les quartiers prioritaires, nous montrera Via Occitanie. Les produits LVMH font rêver le monde entier. Berluti, Dior ou encore Guerlain. Alors bonne nouvelle, les ateliers des plus grandes marques du groupe seront ouverts au public à partir du 14 octobre. Et à cette occasion, Antoine Arnaud nous a accordé un entretien exceptionnel à Paris. Vous en découvrirez un extrait en avant-première dans ce journal. Du rêve encore en fin d'édition avec un reportage de LMTV Sarthe sur la passion d'une enseignante pour l'aéronautique. Une passion, vous le verrez, qu'elle transmet à ses élèves, particulièrement aux jeunes filles. Je vous le disais dans les titres, faudra-t-il bientôt débourser 1,50 € pour se payer une baguette? Un tel montant était jusqu'alors inimaginable, mais la question se pose aujourd'hui face à la hausse du coût des matières premières et des prix de l'énergie. Certaines boulangeries ne parviennent plus à être rentables et sont ainsi obligées d'augmenter à leur tour les prix de leurs produits pour survivre. Explication chez un boulanger avec Anthony Sapp et Anne Didier de Vosges Télévisions. Regardez. Et si demain le prix de la baguette augmentait? Une question que les boulangers se posent souvent par les temps qui courent. Avec la hausse du coût des matières premières et les prix de l'énergie qui s'envolent, certaines enseignes ne sont actuellement plus rentables. Alors 1 € s'il vous plaît. Les coups de boutoir successifs après le Covid sur l'augmentation en premier de la farine, ça s'est fait, plus 25, de l'augmentation de toutes les matières premières et ce qui est annoncé pour la fin de l'année, c'est-à-dire le doublement du prix du beurre, du sucre, etc. Et bien sûr l'augmentation faramineuse, même réelle de l'énergie qui s'annonce. Sébastien Pinault travaille à son compte depuis 22 ans. Il a ouvert 6 boulangeries dans le département, dont celle-ci à Remiremont, avec bien sûr quelques emplois à la clé. Mais cette année, il a vu sa facture annuelle d'électricité doubler et la tendance devrait être la même en 2023. En 2022, ça représente une augmentation de 70 000 € quand même. Donc c'est énorme. Et en 2023 ? Et en 2023, 140 000 €. Aujourd'hui, les boulangeries de moins de 10 salariés bénéficient du bouclier tarifaire du gouvernement. La fédération demande donc un élargissement aux structures plus importantes pour éviter les fermetures. Et en attendant, toutes ces hausses de charges devraient se répercuter sur les prix des produits. C'est inéluctable. Il me semble que de toute façon, aujourd'hui, le pain augmentera. Le prix du pain, en effet, augmentera. Lui qui est en France une référence monétaire, il n'échappera pas à l'inflation. Surtout que dans cette baguette, on retrouve le travail du boulanger, mais aussi celui du meunier. Et avant lui, celui du producteur de céréales. Un circuit court qui tente, tant bien que mal, de résister à une tempête économique mondiale. Voilà, et il n'y a bien sûr pas que les petits commerces qui souffrent dans ce contexte, mais aussi les collectivités, les maires notamment qui cherchent par tous les moyens à réaliser des économies. Exemple à Grenoble, où la ville réemploie l'eau de l'une de ses piscines municipales à des fins d'arrosage et de nettoyage. Une bonne initiative pour le budget communal, mais aussi pour l'environnement. Sujet de Charlotte Faulkner pour Télé Grenoble. Après avoir rafraîchi près de 51 000 Grenoblois tout l'été, l'eau de la piscine Jambron va de nouveau servir, cette fois-ci pour les espaces verts et publics. Une solution inédite expérimentée par la ville de Grenoble depuis la fin de l'été. Si l'eau a cette couleur verdâtre, c'est que les services ont attendu que tout le chlore s'évapore avant de pouvoir lui donner une seconde vie. Alors là aujourd'hui c'est les balayeuses qui prennent l'eau de la piscine pour aller nettoyer les rues, nettoyer les marchés en particulier. C'est aussi les espaces verts. Cette eau elle pourrait servir à arroser les arbres. En moyenne ce sont près de 50 mètres cubes qui sont utilisés quotidiennement par les services de la ville pour l'arrosage des espaces verts ou encore le nettoyage des rues et des espaces publics. Des besoins en eau qui varient en fonction des périodes de l'année.
Les besoins ils sont essentiellement sur le service nature en ville pour les citernes, pour l'arrosage des massifs et des jeunes arbres, et le service de la propreté urbaine pour le remplissage en fait des balayeuses. Les petites balayeuses font 2 mètres cubes, les grosses balayeuses font 8 mètres cubes. Ils ont différents besoins, donc ils viennent autant qu'ils veulent en fait. Réutiliser l'eau des piscines, une expérimentation qui soulève d'autres questions. Une fois par an, les piscines doivent obligatoirement être vidangées, une réglementation que la municipalité souhaiterait revoir. On est capable et on sait entretenir et on sait vérifier la qualité de l'eau. Pour cette phase d'expérimentation, ce sont près de 300 mètres cubes sur les 2500 de la piscine Jambron qui seront utilisés par les services de la ville. Voilà, et du côté des plus petites communes, on se montre aussi innovant pour préserver les bourses. En Savoie, une ville de 5000 habitants a décidé de prendre les devants en adoptant un plan de sobriété. Une initiative qui doit lui permettre d'éviter d'augmenter les impôts locaux ou de réduire les services. Images et précisions du maire au micro de Sébastien Germain, journaliste pour la chaîne 8 Mont-Blanc sur place. On estime en tout cas pour 2023 avoir une hausse de 70% sur le gaz, une hausse très conséquente, x2, x3 pour le prix de l'électricité. Et c'est comme si, en tout cas pour Grésy-sur-Aix, on augmentait le budget de fonctionnement de 7%. Ça représente entre 200 à 300 000 euros tous les ans. Cette somme, nous n'en disposons pas. L'action qui va être le plus visible vis-à-vis de la population, c'est l'extinction de l'éclairage public à partir de 21h30 jusqu'à 6h pour les zones résidentielles, 22h30 jusqu'à 6h pour les routes départementales, on va dire structurelles du bas de la commune. Après, on a la sobriété vis-à-vis du gaz à travers une baisse du chauffage sur la totalité de nos bâtiments d'1 degré. La remise en route du chauffage, justement, vous êtes nombreux à la faire en ce mois d'octobre quand les températures baissent. Octobre, c'est aussi un mois rose dédié à la communication autour du cancer du sein. En France, seule la moitié des femmes concernées ont participé à un dépistage de ce cancer l'an dernier. Un chiffre encore insuffisant et une problématique particulièrement tenace dans les quartiers dits prioritaires où il est peut-être difficile d'accéder à des professionnels de santé. À Nîmes, la mairie a décidé de réagir et de cibler précisément ces quartiers pour inciter au dépistage. Reportage de Laurie Chamerla pour Via Occitanie. Des petits gâteaux et des inscriptions arabes, la ville de Nîmes lance sa campagne pour Octobre Rose, le mois de sensibilisation pour le cancer du sein et du col de l'utérus, dans les quartiers prioritaires. Le stand d'information est tenu par des bénévoles d'Humanime, une association très implantée à Val-de-Gour. Il n'y a pas beaucoup de dépistage sur le quartier parce qu'en fait, il n'y a pas une information ciblée sur les personnes qui sont concernées, sachant qu'il y a des habitants qui ne lisent pas forcément le français ou ne le comprennent pas. Donc on a essayé de mettre en place un affichage sur plusieurs langues adapté à la population du quartier. C'est tout l'intérêt de s'appuyer sur des acteurs du quartier. Une fois le contact établi, les femmes sont invitées à développer le sujet avec une conseillère en pharmacie pour des informations précises sur le dépistage. Ça, c'est les palpations qu'on peut faire en plus. Bon, il y a beaucoup de femmes qui s'en foutent, donc ils ne s'intéressent pas, donc, ou bien ils ne trouvent pas quelqu'un qui leur donne des conseils. Sinon, pour moi, tous les 2 ans, je fais une échographie. Vous l'avez fait, le dépistage ? Non, pas encore. Pourquoi? C'est quoi le frein? J'avais pas le temps parce que j'étais malade, et là, je vais le faire. Le dépistage, c'est tous les 2 ans pour le cancer du sein et tous les 3 ans pour celui du col de l'utérus. Tous deux sont remboursés à 100% par l'assurance maladie. Des informations encore méconnues dans le quartier. Une étude de l'ARS en 2013 montrait effectivement qu'il y avait une grosse problématique en matière de dépistage dans ce quartier, mais aussi dans d'autres quartiers. La ville de Nîmes a ciblé les quartiers prioritaires de Pissevin, Mas-de-Mingue et Val-de-Gour pour y renforcer la campagne d'Octobre Rose. Voilà, et sachez que le cancer du sein peut être guéri dans 9 cas sur 10 s'il est dépisté assez tôt. Les répercussions physiques et psychologiques n'en restent pas moins importantes pour les femmes atteintes. Et c'est pour les aider à se reconstruire qu'une association leur propose des tatouages artistiques. Objectif, relever la tête malgré les cicatrices et la douleur. Images et propos récoltés par Alexis Cadar pour la rédaction de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest à Bordeaux. Dans la reconstruction par rapport au cancer, c'est moi qui décide là. C'est moi qui prends le contrôle pour faire quelque chose de joli de ce qu'on m'a pris en fait. Non, c'est important et puis surtout c'est hyper facile pour nous parce que ça nous demande juste un dessin, une journée et
quel bonheur on donne en retour contre un peu de temps et un peu d'encre. Du courage au féminin dans cette édition avec le portrait d'une athlète au corps sculpté par l'effort. Muriel Beauvillain, 50 ans, participera le mois prochain au championnat du monde de culturisme naturel. Une pratique encore méconnue en France et soumise à beaucoup de préjugés. Et c'est pour en savoir un peu plus justement sur cet univers musclé que la rédaction de TV78 dans les Yvelines a suivi le temps d'un entraînement la championne française. Un portrait signé Julien Leroy. Je vais commencer à 20 kg. Et normalement, les dernières, c'est 28, voire 30 kg. Encore une séance intensive pour Muriel Beauvillain. Cette Yvelinoise originaire de Mittinville s'entraîne actuellement à Rambouillet en vue du championnat du monde de culturisme naturel. La sportive de 50 ans a été sacrée 2 fois vice-championne de France et 3 fois vice-championne d'Europe. Depuis le mois de janvier, je suis en préparation. On m'a dit que j'étais qualifiée pour Europe et France, donc 2 mois après encore de prépa. Et là, qu'on m'a dit que j'étais sélectionnée pour monde, j'ai calculé août, septembre, octobre, novembre, encore 4 mois de prépa, j'ai fait aller, on vit qu'une fois. Muriel développe sa passion pour le culturisme après plusieurs années de dépression. Son conjoint lui fait découvrir cet univers et l'encourage à se dépasser. La sportive décide de relever le défi. Voilà, il m'a embarqué là-dedans. Moi, j'y suis allée parce que je suis une fonceuse. La championne se présentera dans 6 catégories différentes pour le championnat du monde. Elle défilera en robe de soirée dans la catégorie Miss Runaway. Muriel tient à s'éloigner des clichés autour du culturisme féminin. Ça me tient à cœur de casser les codes, de casser les préjugés sur le fait qu'on ne peut pas être musculaire et féminine. Le regard des gens, de toute façon, qu'on fasse, ça fera parler, qu'on ne fasse pas, ça fera parler. La sportive exerce en parallèle le métier d'auxiliaire de vie. Ses responsables étaient d'abord surpris par son physique atypique. Ils m'ont vu, déjà, je suis tatouée, voilà, mais ils reconnaissent volontiers que voilà, c'est qu'une apparence. J'adore m'occuper de ces personnes, leur rendre service, être à leur écoute. Le championnat du monde de culturisme naturel se tiendra à Prague les 18 et 19 novembre prochains. La sportive a lancé sur Internet une cagnotte Litchi pour l'aider à accomplir son rêve de médaille. Eux n'ont peut-être pas tous un corps parfait, mais savent au moins communiquer. 12 jeunes agriculteurs de la Somme ont pris la pose dans leur plus simple appareil pour promouvoir leur métier. Résultat, un calendrier façon Dieu du stade, une action de communication bien sûr, dont une partie de la recette permettra de soutenir les associations locales. Reportage de Jérémy Houbron pour WEO TV, la chaîne du groupe La Voix du Nord. La combinaison, c'est une tenue de travail normale pour Élie. Pourtant, la dernière fois que cet agriculteur a posé devant un objectif, c'était dans son plus simple appareil. Donc c'est ici au milieu des vaches que la photo a eu lieu, le derrière dans la paille, on va dire. Un shooting photo façon Dieu du stade pour un calendrier, ce n'est pas tellement dans les habitudes du jeune éleveur laitier, alors forcément, ça laisse quelques souvenirs. Pour l'anecdote, quand ils sont venus faire les photos, j'avais mon apprenti qui était en train de traire, donc voir son maître de stage tout nu, je lui avais dit reste dans la salle de traite, mais donc c'est vrai que c'était un peu insolite sur le moment, c'est pas faire attention quoi. Comme lui, 11 agriculteurs samariens se sont prêtés au jeu des photos en tenue d'Adam. Ça rend bien. Ah ouais, trop beau. Si le projet germait depuis plusieurs années dans la tête des jeunes agriculteurs de la Somme, il a fallu 1 an de travail avant d'en récolter le fruit. Aujourd'hui, 2000 exemplaires sont imprimés. C'était de faire quelque chose de décalé, mais pas dans la vulgarité. Ça reste très soft, on voit rien du tout. Ça montre à travers toutes les photos qui représentent toutes les cultures, tous les élevages qu'on a dans le département. C'était l'idée aussi de mettre l'agriculture samarienne en avant. Une campagne de communication à la fois insolite et solidaire. Pour chaque calendrier vendu, 1 € sera reversé à l'association Solal qui facilite les dons de la filière agricole vers les associations d'aide alimentaire. Voilà, restons au naturel dans ce journal pour parler désormais de la protection des forêts, un enjeu majeur pour l'environnement qui amène à découvrir d'anciennes pratiques. Parmi celles-ci, le débardage à cheval, soit le transport du bois après son abattage. Sans recourir aux machines, cette technique permet de préserver les sols et l'environnement de la forêt. Explication de la rédaction de Canal 32 dans l'Aube. Pour avancer, on dit U.
Pour reculer, on recule. À droite, on a un dialecte belge, on dit ieux à droite et art à gauche. Malgré son poids de 900 kg, le Conservatoire du littoral et l'ONF ont choisi d'utiliser le cheval plutôt que des engins pour éviter les conséquences à long terme du tassement des sols. Les racines d'un arbre s'enfoncent parfois seulement de 30 cm. Là, l'empreinte du cheval, on voit bien, il n'y a même pas 1 centimètre. De plus, là, vous voyez, on est passé sur l'arbre là-bas. On est passé de chaque côté, l'arbre il n'est pas frotté, il n'y a pas de danger pour l'arbre qui est resté en place. Les premières pluies comme aujourd'hui et les premiers passages de tracteur, on va vite s'embourber, trouver de la boue et de l'argile, où là on pourrait détruire le sol et tout le potentiel de la parcelle en seulement 3 passages. Ce samedi, les forestiers sont invités à assister à des démonstrations de débardage à cheval. Le but, les convaincre du bénéfice à très long terme de préserver les sols et donc le rendement de la parcelle. Ce jeudi, les élèves de l'école de Mény-Saint-Père ont été invités à découvrir ce métier rare. Ça c'est son collier de travail. En fait c'est ce qui va l'aider le plus à tirer le bois. Ça rentre complètement dans le programme scolaire dans lequel on a apprendre à l'écosystème de la forêt, la gestion des forêts, les différents métiers de la forêt. Je crois que Gabin était la star aujourd'hui de cette sortie. Le remplacement du cheval par des machines a entraîné la quasi-disparition de certaines races locales. Cette activité de débardage participe à leur conservation. En premier le boulonnais et puis le trait du Nord. Mais le boulonnais est vraiment, je ne vais pas dire en voie de disparition, mais on pourrait presque le dire. Ouais. Il y a très peu de naissances par an. Gabin sera mis à contribution durant une quinzaine de jours dans les forêts du parc naturel avant d'intervenir sur d'autres chantiers. Voilà la protection de l'environnement qui passe aussi par la protection des eaux. En Bretagne, la brigade nautique de la gendarmerie a pour mission notamment d'extraire de l'eau des épaves et des bateaux coulés. Une tâche, vous allez le voir, qui s'avère compliquée et très coûteuse. Objectif d'ici la fin de l'année, recycler 1000 bateaux. Claire Griot pour la rédaction locale de TVR à Rennes. Et maintenant, tu prends tes 2 têtes, voilà, et tu viens mettre ça sous ton crochet. Plusieurs heures ont été nécessaires pour extraire de l'eau ce voilier de 8 mètres entièrement coulé. Comme ce bateau, 22 épaves abandonnées ont été sorties cette semaine de l'estuaire de la Vilaine, propriété de la région Bretagne. On s'appuie sur les élus locaux et notamment les maires pour qu'ils puissent dresser des arrêtés de péril. Une fois que l'arrêté de péril est dressé, ça nous permet, nous, de retirer le bateau et ensuite de faire un dépôt de plainte et de rechercher le propriétaire pour recouvrer les sommes que l'on a engagées. Des sommes qui représentent environ 1 500 € pour l'enlèvement, puis 1 500 € pour la déconstruction dans un centre agréé. La brigade nautique de la gendarmerie est alors compétente pour retirer les épaves de la Vilaine, mais aussi identifier les propriétaires de bateaux. Comme ça, on a mis une sangle autour ici. Nous essayons de retrouver les propriétaires des bateaux à partir des indices que vont nous fournir les bateaux, soit un nom de bateau, soit une immatriculation, soit un modèle de bateau. Nous verrons avec le procureur de la République de Vannes si nous engageons des poursuites à l'encontre des propriétaires pour des abandons d'épaves. Les bateaux sont constitués de résine, de plastique. C'est pas, voilà, dans la nature, c'est des pollutions. En partenariat avec l'association pour la plaisance éco-responsable, la région Bretagne poursuit sa campagne unique en France et baptisée 1000 bateaux recyclés. Jusqu'au 31 décembre, les coûts de transport et de démantèlement des bateaux de plaisance hors d'usage sont gratuits pour les propriétaires qui en font la demande sur recyclermonbateau.fr. Qui n'a pas rêvé de pouvoir visiter les ateliers de Louis Vuitton, de Dior ou de Chaumet? Eh bien, chaque année, les marques emblématiques du groupe LVMH ouvrent leurs portes au public lors des journées particulières les 14, 15 et 16 octobre prochains. Vous pourrez donc pousser les portes des adresses les plus confidentielles du monde, les ateliers de couture, les domaines viticoles, en passant par les grands magasins ou la haute joaillerie. Tout vous sera dévoilé. Et pour cette 5e édition, je vous propose d'écouter celui qui est à l'origine de cet événement, Antoine Arnaud. Il nous a accueillis dans les ateliers de la Maison Dior à Paris. Regardez un extrait de cet entretien exclusif. On veut que cette édition soit axée sur peut-être un peu la surprise, proposer des masterclass originales, proposer quelque chose de différent des éditions précédentes. Et enfin, axé sur l'humain. C'est vrai qu'après ces 2 années de pandémie, après
aussi plein de conversations sur le métaverse, sur les NFT, sur les avatars. Là, cette fois, on sera en tête-à-tête, comme nous aujourd'hui, les yeux dans les yeux, et les spectateurs pourront discuter avec les artisans. Avec une forte empreinte régionale aussi, dans les territoires. Oui, c'est vrai. Il y a des ateliers de LVMH, du groupe, un peu partout en France. C'est vrai. Qui restent fortement implantés. Bien sûr, des centaines d'ateliers, et pour toutes nos maisons, ou presque. Alors, on va dire qu'on est un groupe international, avec un vrai barycentre français et un petit peu italien. On a beaucoup de maisons italiennes aussi qui proposent des produits de maroquinerie, des souliers, des produits de joaillerie aussi. Vous avez une préférence vous-même pour l'une des activités? Alors oui, moi je suis PDG de Berluti depuis une dizaine d'années aussi maintenant. Et je dois dire que aller visiter les ateliers sur mesure de Berluti rue Marbeuf, cette fois-ci, cette année aussi, on ouvre pour la première fois l'atelier tailleur sur mesure qui est rue de Sèvres. Ça vaut vraiment le coup. Voilà, et notez donc dans vos agendas que vous pourrez visiter les ateliers des plus grandes marques du groupe LVMH au cours de ces journées particulières, les 14, 15 et 16 octobre prochains. Toutes les infos sont à retrouver sur le site lesjournéesparticulières.com que vous voyez s'afficher sur cet écran. Enfin, sachez aussi que l'entretien d'Antoine Arnaud sera à découvrir entièrement lors du prochain numéro de l'émission Territoire de France, une émission diffusée sur TV5 Monde également. Y a-t-il un âge pour se rendre au musée? À Limoges, la réponse semble évidente, c'est non. Dans la cité de la porcelaine, les plus petits découvrent des collections adaptées à leur âge au sein du musée des Beaux-Arts. Accompagnés notamment d'une animatrice culturelle, les enfants apprennent ainsi à éveiller leur sens au contact de matière et de couleurs et dans un lieu étonnant pour eux. Les explications au micro d'Alain Druot de la rédaction de 7 à Limoges sur place. Ils découvrent un autre univers, c'est une immersion dans un musée. Ici, c'est un très beau lieu ancien. Ils découvrent des salles très différentes. Donc, c'est une découverte des sens, une découverte, alors après, avec différents petits ateliers de la matière. Découvrir les couleurs, découvrir un autre lieu avec leur assistante maternelle. On improvise tous ensemble, j'allais dire, avec les assistantes maternelles et avec les enfants. On est petits, on ne voit plus les choses du tout de la même façon. Et puis aussi, on ne peut plus vraiment se mettre à leur place. Donc on essaye de faire avec leur propre regard. Le regard des petits à la découverte des beaux-arts, celui des plus grands tournés vers le ciel. Au Mans, la passion pour l'aéronautique se conjugue au féminin grâce à l'implication d'une enseignante, son nom Corinne Herbelin. Pilote engagée, elle partage son amour pour le vol avec ses élèves et incite les filles sous-représentées dans le secteur à passer leur brevet de pilote. Rencontre lors de la fête de l'aviation à l'aérodrome du Mans avec ce sujet de Laure Girard pour LMT Les Sarthes. Eva, 13 ans, rêve du ciel. Elle souhaite en faire son métier. Alors, la fête de l'aviation, aérodrome Le Mans-Arnage, est l'occasion pour elle de s'initier au vol en ULM, ici un autogire. Ce que j'aime bien, c'est le fait de voler, justement, parce que depuis tout petite, mon rêve, le super pouvoir que j'aimerais avoir, justement, c'est de voler. Et pour apprendre, elle peut compter sur son enseignante. Corinne Herbelin est pilote, instructrice d'ULM, mais surtout, elle donne de son temps aux jeunes, bénévolement, pour leur transmettre son savoir-faire. Une passion qui lui est venue à la suite d'un simple baptême, comme celui qu'a vécu Eva aujourd'hui. Je me suis aperçue que c'était accessible. J'ai eu mon emport de passagers, les passagers étaient très contents et je me suis dit pourquoi pas continuer et préparer la qualification instructeur pour partager cette passion. Mais Corinne va plus loin. En 2017, elle crée l'option BIA au collège Guillaume Apollinaire de Bouloir, un diplôme homologué par l'Éducation nationale. Le BIA, ou brevet d'initiation aéronautique, est accessible dès la 5e, de quoi créer des vocations. Moi, j'aimerais bien montrer que c'est accessible à un plus grand nombre, surtout les femmes qui n'osent pas, et leur montrer que c'est accessible et que c'est que du bonheur de voir la Terre vue d'en haut. À ce jour, on ne recense que 5 à 8% de femmes pilotes d'ULM en France. Moins de 10% de femmes pilotes de ligne. Il faut dire que l'État français n'autorise les femmes à devenir pilotes de ligne qu'en 1973. C'était totalement interdit, il fallait être de sexe masculin pour suivre la formation pilote de ligne, alors que les femmes ont fait partie des débuts de l'aviation. Il y a eu des
et beaucoup de lutte pour qu'elle puisse transporter des passagers. Parole de Christine Debouzy, première femme pilote d'A380. Un argument de plus pour qu'Eva fasse de ses rêves aériens une réalité. Voilà, intéressons-nous à présent à d'autres pilotes qui roulent avec des engins bien différents, des voitures télécommandées. Le département de la Loire accueillait il y a quelques jours la finale du championnat de France de ces bolides. Sur un circuit en terre, comme vous le voyez sur ces images de nos partenaires de TL7, la télévision de la Loire, les meilleurs pilotes se sont affrontés aux commandes de leurs machines et à toute allure. Une course au format miniature qui a ravi participants comme spectateurs, qu'ils soient petits ou grands. Écoutez ces réactions au micro de la rédaction de TL7, la chaîne de la Loire. Ici, il faut savoir que c'est probablement une des 3 plus belles pistes en Europe. Moi, j'ai la chance, à travers mon métier, de voyager partout dans le monde. Mais ici, il a été mis beaucoup d'efforts sur le tracé, sur l'accueil, sur la qualité des sauts. Là, des voitures qui tombent et qui vont très vite. Et ça fait du bruit? Oui. C'est une petite sortie avec les enfants. On trouvait que c'était original faire la sortie des voitures télécommandées. Allez, on referme ce journal avec un coup d'œil à l'édition spéciale de l'hebdomadaire Le Point, consacrée cette semaine à la ville de Strasbourg. Le magazine revient notamment sur la transformation en cours de la ville et les nombreux défis qu'elle devra relever à l'horizon de 2030. La maire écologiste de la capitale européenne est également interviewée dans cette édition locale. Enfin, le magazine vous dévoile également 10 adresses à connaître pour passer du bon temps à Strasbourg, entre escapades gourmandes, culture, sport ou encore détente. Toutes ces informations sont donc à relire dans l'édition spéciale du Point cette semaine. Voilà, c'est la fin de cette édition du Grand JT des Territoires. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite dans une nouvelle édition. Au revoir à tous.